un petit décalage. Nous, on voit bien François-Xavier. Ouais, C'est c'est bon bon? là. Mm. Bon, Ouais. super. Donc à nouveau, bienvenue. Voilà, donc on va vous dire quelques mots pendant 7-8 minutes sur notre programme de M2. Donc, je le répète, qui s'appelle le M2 Business Consulting and Digital Organization, qui est aussi connu sous le nom de Master 128 ou plus simplement de MBC. Voilà, c'est les expressions que vous avez peut-être déjà entendues. Et pour commencer, on va vous présenter l'équipe. Donc, Pierre Lanirec, que vous avez aperçu qui va parler dans très peu de temps sur la suite de la présentation, qui est co-directeur. Soline Arnaud, qui nous a peut-être rejoint, qui est la présidente de MBC Alumni, donc qui est à la fois l'association des anciens du Master 128 et l'association de la promotion en cours. Et évidemment, il faut deviner aussi, en lien et derrière sa photo, tout le bureau, en particulier Éléonore Plazanet et Pauline Boulanger, voilà, qui sont secrétaires et trésorières de l'association, et toute une équipe organisée par Paul, voilà, qu'on en profite évidemment pour remercier. Donc moi-même, François-Xavier Devojani, donc co-directeur du diplôme, et, et, et Emmanuel Gonnet, donc, qui est la responsable administratif du diplôme et qui est également sous vos yeux. Alors, pour mettre un petit peu en perspective cette formation, le Master 128 a été créé il y a 44 ans et c'était ce qu'on appelait à l'époque un diplôme d'études approfondies, un DEA, qui était l'antichambre de la recherche. C'était un diplôme qu'on passait plutôt comme une espèce de préalable de la thèse, ou alors pour aller vers des métiers qui pouvaient être le conseil, des métiers assez analytiques. Et à l'époque, voilà, le diplôme était plutôt centré sur des méthodologies de diagnostic d'entreprise. Et c'est une chose que j'ai pu vérifier en revenant sur des archives d'il y a une quarantaine d'années. Ça a été le tout premier diplôme de Paris-Dauphine à s'intéresser au métier du conseil. Il y a eu une époque où voilà, c'était pas forcément très très recherché. Et le 128 a été le tout premier diplôme à former des consultants, en particulier des techniques de diagnostic organisationnel et stratégique. Donc pour cette raison, voilà, cette ancienneté de 44 ans, il y a un réseau des anciens qui est d'une taille assez importante, très importante même. On a 1200-1300 anciens. Alors ça s'explique par le fait que on a toujours eu une cohorte, une promotion de formation initiale, à laquelle se sont rajoutés des apprentis, et pendant une vingtaine d'années, on a eu une cohorte en formation continue qui était rattachée au DEP. Le MBC avait des étudiants au DEP. Par exemple, je sais que certains que je vois dans la liste connaissent Jérôme Grignon. Jérôme a fait ce qui s'appelait le DEAI Management à l'époque, et dans la cohorte en formation continue. Donc voilà, c'est une des grandes forces de ce diplôme. C'est aussi pour ça on- qu'on a mentionné ce second paragraphe, c'est d'être ancien et d'avoir un réseau. Et comme le réseau est d'une taille importante et va loin dans le temps, ça fait qu'il y a beaucoup parmi nos anciens de partenaires, de VP, de gens qui sont dans des fonctions exécutives dans des cabinets de conseil. Donc le nom, depuis 2005, sur une idée de Jean-François David, depuis cette période, c'est le MBC, Master Business Consulting. Et voilà, même si on a changé la suite de l'histoire avec Digital Organization, on est toujours resté sur cet acronyme. Donc toujours orienté vers les métiers et des compétences liées au diagnostic organisationnel. Et puis ce sont rajoutés des compétences des métiers liées au management, à la stratégie, à la transformation des organisations, à la transformation numérique, à la gestion de projets. Voilà un certain nombre de choses que vous avez certainement déjà retrouvées dans la maquette. Et puis, une philosophie générale qui s'est affirmée ces dernières années, c'est de former du conseil en management, en organisation, en stratégie, en transformation, en projet, mais dans des logiques alternatives. Au-delà d'une idée d'innover, par alternative, on entend le fait qu'on est conscient que faire du management, faire du conseil, ça s'inscrit dans un projet de société, c'est politique, et que voilà, on souhaite cultiver des alternatives susceptibles de répondre aux grands défis sociétaux, climatiques, géopolitiques, les grands défis liés à la crise du sens au travail. Donc par alternative, on entend ce mot peut-être plus fort que le mot innovation, une sorte d'ambition politique qui, on pense, transparaît bien d'un certain nombre de courants. Donc là, vous avez les compétences centrales et les compétences thématiques
qu'on pense associer à nos cours et à notre maquette. Si vous souhaitez découvrir les cours, n'hésitez pas à regarder le site. Là, c'est une représentation un petit peu différente autour donc de 6 blocs sur les compétences centrales et thématiques. Donc certains cours sont plutôt centrés sur l'élaboration des stratégies adaptées aux enjeux actuels des organisations, en particulier ces grands défis sociétaux. Donc vous avez des cours de stratégie, par exemple un cours qui justement s'appelle stratégie alternative, des cours qui sont sur des dimensions liées au futur, à la prospective. 3 cours, c'est une des grandes spécificités du 128 par rapport à ce bloc de compétences, orienté New Ways of Working, futur du travail, nouveaux modes d'organisation du travail. Voilà, et on s'est rendu compte que ça résonnait très bien avec les demandes des cabinets de conseil en management, des nouvelles attentes de compétences de leur côté. Un bloc qui est l'histoire même du 128 sur le diagnostic et la transformation des organisations dans un environnement complexe, dans des maquettes que j'ai retrouvées du diplôme du tout début, il y a 44 ans. Voilà, il y avait déjà des cours qui avaient des libellés très proches de ça, donc sur des thématiques de gestion du changement, d'accompagnement du changement. Un troisième bloc qui est lié à la tradition recherche de notre diplôme, donc ex-DEA, de mobilisation d'une démarche scientifique pour résoudre des problèmes complexes et expérimenter des solutions. Donc des cours de traitement d'analyse, de traitement de données qualitatives, quantitatives, des cours de conception de la recherche. Euh, Des cours, troisième bloc de compétences centrales, des cours tournés vers la conception et le pilotage des démarches de consulting en organisation, en stratégie, en technologie. Bon, c'est peu surprenant par rapport au thème de notre formation. Et enfin, parmi les compétences thématiques, un bloc de développement de compétences en leadership, collaboration, innovation et intelligence collective. C'est peut-être dans la maquette la partie la plus récente, c'est plutôt sur ces dernières années qu'un certain nombre de choses sont apparues sur ces thématiques-là. Et puis, un dernier ensemble de compétences thématiques que vous retrouvez sur les cours décrits sur les synopsis sur notre site internet. Donc, plutôt tourné vers le pilotage des projets de transformation organisationnelle, stratégique et numérique. Et là, j'en profite pour pointer également une spécificité de notre maquette, c'est-à-dire 2 cours liés à l'intelligence artificielle, les nouveaux modèles économiques liés à l'intelligence artificielle, les débats sociétaux, politiques autour de l'intelligence artificielle, les liens entre l'histoire de l'intelligence artificielle et l'histoire du management. Il y a plein de choses qu'on pense assez spécifiques à notre maquette. Et je termine sur ce transparent avant de passer la main à Pierre. Je pense qu'il y aura un certain nombre de questions que vous nous poserez sur ça. Notre master est organisé autour de 2 modalités pédagogiques. Par modalité pédagogique, on n'entend pas un emploi du temps différent. Chez nous, tout le monde est quelque part alternant, c'est-à-dire tout le monde a le même emploi du temps de base qui consiste à alterner des périodes de théorie à l'université et de pratique en apprentissage ou en stage. Mais par modalité, on entend plutôt 2 domaines de spécialisation, 2 façons de vous accompagner qui vous mènent vers des métiers différents. On a d'abord une modalité qu'on appelle formation initiale, qui est plutôt orientée vers celles et ceux d'entre vous qui veulent faire du consulting décisionnel, du consulting d'analyse, qui peut mener à du diagnostic organisationnel, du diagnostic stratégique, qui peut aussi mener, pour un certain nombre de nos étudiants ou anciens étudiants et étudiantes, au métier de la recherche en management. Donc là, vous avez un certain nombre d'intitulés métiers: business analyst, data analyst, corporate strategy analyst, veilleur, chargé d'études, chargé de mission, des experts sur différents types de mesures de la performance organisationnelle, des chercheurs et des chercheuses en management. Et donc la modalité que vous allez retrouver en FI, c'est plutôt le stage. En revanche, une des spécificités par rapport à la FA, c'est que chez nous, quand on est en FI, tout ce qui apparaît comme une période entreprise est en fait à la carte. C'est-à-dire, soit vous faites un stage sur la période entreprise, soit vous êtes dans un projet d'études, projet de recherche avec DRM ou une autre structure, soit vous êtes en visiting. Oui, il y a une petite coquille, c'est bien période entreprise, pas période universitaire, qui est à la carte. Et puis, l'autre particularité et avantage, c'est que quand on est dans cette modalité, on valide en même temps que notre diplôme
le Master Research in Management. On est diplômé de notre parcours de M2 Business Consulting, mention MEO, et en même temps, on est diplômé du Master Research in Management, qui est un atout pour être accepté dans un programme doctoral de haut niveau, que ce soit sur Paris-Dauphine ou à l'extérieur. Et l'autre modalité, donc c'est FA, même si je le répète, la base du programme est la même. Donc là, l'idée, c'est plutôt du consulting d'accompagnement. Par exemple, sur des missions de change, de transformation organisationnelle, numérique, stratégique, des activités de chef de projet junior ou assistant chef de projet, des fiches de poste sur l'excellence opérationnelle. Et donc là, on est un apprenti ou une apprentie, donc en contrat d'apprentissage, et on est sur l'emploi du temps le plus standard, et on n'en sort pas. Voilà ce que je pouvais dire, et je continue à faire défiler les PowerPoints tout en t'écoutant, Pierre. Ça sera plus simple. Oui, merci. Juste un tout petit sondage auprès des participants en levant la main. On va vérifier vos compétences numériques à cliquer sur les boutons de Microsoft Teams. Je voulais savoir, donc moi je suis également maître de conférence en management des systèmes d'information, maître de conférence en sciences de gestion à Dauphine, et j'ai eu la chance de faire ce programme il y a maintenant à peu près un peu moins de 15 ans avant de faire ma thèse. Et au doigt levé, je voulais savoir combien d'entre vous postulent plutôt aujourd'hui pour une entrée en M1 et qui postule pour une entrée en M1. Tac. Ok. Parce que ça peut influencer aussi les explications qu'on va pouvoir vous donner. Tac, tac, tac. Ok. Je laisse tout le monde trouver les boutons. Ok. Vous pouvez baisser la main. Et maintenant, je voudrais savoir ceux qui sont intéressés par le M2. On a deux séries d'entretiens et de modalités de recrutement. Ok, super. Très clair. Donc juste pour vous préciser justement un petit peu ces deux calendriers, euh, euh, le parcours dans lequel vous rentrez, pour lequel vous êtes intéressé ou dont parle cette réunion d'information, c'est le parcours management et c'est le parcours business consulting qui est un parcours en 2 ans. Dans lequel la première année se fait en tronc commun avec d'autres parcours. Et puis ensuite, le M2 se fait dans un effectif dédié d'une environ 32 à 36 étudiants, avec les deux modalités dont on vient juste de parler. Donc voilà, je pense que c'est important juste de bien clarifier ça, que quand vous postulez au Master Business Consulting, la première année se fait en tronc commun avec les étudiants des autres parcours et le M2 plutôt au format classe avec une trentaine d'étudiants. Euh, Pardon. Ce parcours, il vise à vous développer des compétences de consultant. C'est ce que vous avez pu voir apparaître, de consultant avec une dimension plus ou moins importante en termes enfin, avec deux profils un petit peu distincts dont a parlé François-Xavier, mais il prépare à ces métiers du conseil et on peut le voir dans j'ai perdu ma caméra du coup. Euh, on peut le voir. Hop. Je vais devoir changer. On peut le voir dans les débouchés. Peut-être, François-Xavier, tu peux juste nous montrer la slide sur les débouchés. Il y a eu un travail très approfondi qui a été fait pour retrouver, je reparlerai un petit peu après, de l'équipe de l'écosystème. Sur les débouchés, on voit qu'aujourd'hui, c'est un master qui prépare essentiellement, je crois que je sais pas, j'ai pas la dernière slide, au métier à la fois du conseil en externe, donc ça veut dire travailler pour les grands cabinets de conseil de la place,
et sur des sujets de management, de transformation numérique, d'accompagnement au changement, et pour une autre part de conseil en interne. Donc le conseil en interne, ce qui consiste, c'est les cabinets de conseil que peuvent monter en interne des entreprises comme la BNP, L'Oréal, euh, AXA, enfin voilà, tout un tas d'acteurs qui ont décidé, en plus peut-être d'avoir recours à des consultants externes de temps en temps, des grands cabinets comme EY, Deloitte, le BCG, etc., font aussi appel à des équipes qu'elles ont internalisées. Et donc voilà, ça c'est, du coup, si on fait la somme, hein, on est à 86% de nos étudiants qui sont dans les métiers du conseil ce qui concerne les personnes les 10 dernières promotions. Et puis, il y a 14% d'étudiants qui sont d'anciens, plutôt, qui sont dans des métiers autres que le conseil après ces 10 ans. Ça peut prendre tout un tas de formes différentes. Il y en a qui sont effectivement partis pour la recherche ou pour l'enseignement, et il y en a qui sont partis dans tout un tas d'autres aventures entrepreneuriales et surtout entrepreneuriales, voilà, dans des domaines très variés, certains très liés euh, au numérique et aux questions qu'on traite dans le master, et d'autres qui se sont carrément reconvertis dans des choses encore plus différentes. C'est un des aspects, hein, je pense, de la carrière de consultant, c'est que on continue d'apprendre beaucoup de choses pendant les premières années de sa carrière, et on finit par découvrir petit à petit des secteurs, des types de pratiques, des types de technologies qui nous intéressent plus particulièrement. Et donc voilà, c'est un chemin qui est voilà, qui se fait dans la durée. Euh, je sais pas quelle est la qualité d'information que vous avez sur l'articulation M1 M2, mais j'en dis juste deux mots. Le M1, on a dit que vous êtes mélangé avec d'autres parcours. Néanmoins, il y a deux modalités en M1. Vous pouvez être dans le M1 en apprentissage, dont la scène de formation se trouve être Emmanuel Gonnet avec nous aujourd'hui. Donc, elle a la double casquette. Et donc là, vous êtes mélangé avec deux autres parcours en apprentissage, dans une classe d'à peu près 30 étudiants, qui sont donc sur un contrat d'alternance de 2 ans. Voilà, c'est pas exactement le même rythme entre la première année et la deuxième année, c'est même pas du tout. La première année, vous êtes sur un rythme 3 jours, 2 jours, qui est un bon format pour découvrir le monde de l'entreprise, avec une alternance donc hebdomadaire. Et puis, dans le MBC, vous êtes dans une alternance qui est plutôt des périodes universitaires, de la rentrée, par exemple, jusqu'à la fin novembre. Ensuite, fin novembre jusqu'à fin avril en entreprise. Ensuite, mai-juin à Dauphine, et juillet-août en entreprise. Donc vous voyez que c'est un rythme qui est très très différent de 3 jours, 2 jours qu'on a en M1. En M2, on a ce rythme beaucoup plus espacé, ce qui est beaucoup plus propice, notamment pour les étudiants qui sont dans des cabinets de conseil, à justement à faire des missions de plus longue durée, ce qui est beaucoup plus difficile à faire quand on a un rythme d'alternance plus resserré. Donc, on a ces deux modalités. Donc, le M1 en apprentissage dont je viens de parler, 3 jours, 2 jours. Et puis, il y a aussi des M1 qui sont en formation initiale. Et à eux, il est demandé de faire une césure, hein, pour, entre guillemets, rattraper l'expérience professionnelle des M1 en apprentissage. Et bien, après leur année en M1 en initiale, ils vont partir en césure pour une année. Souvent, ils vont faire 2 stages afin de découvrir, d'étoffer leur CV, de préciser leur, euh, leurs aspirations, et de se préparer à une alternance au niveau du M2, où voilà, on leur redemande à ce moment-là leur choix de modalité pour le M2. Donc voilà, il y a plusieurs portes d'entrée. M1 initial, M1 apprentissage, ensuite M2 initial et M2 apprentissage. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur un petit peu le découpage des admissions à notre master, sachant que voilà, tout est piloté avec euh, le responsable du M1, et puis et François-Xavier et moi-même, et puis l'assistante de formation, pour un bon suivi de toute la promo, peu importe dans quelle modalité elle nous rejoint. Au niveau, donc ça c'est le détail de nos devenirs. Peut-être François-Xavier, tu veux dire un mot là-dessus, parce que c'est toi qui as Oui. bien fignolé ce camembert. Oui, oui. Alors, ça, c'est le résultat d'une étude donc, sur 2014-2024, parce qu'il y a une autre étude sur 30 ans, 1994-2024. Donc là, c'est vraiment
on va dire, les promos les plus récentes que vous avez sous les yeux. Et c'était intéressant à partir d'extraction LinkedIn et d'un petit travail avec de l'intelligence artificielle pour catégoriser les intitulés qui a été intéressant, d'avoir une photographie un petit peu de nos anciens. Et donc, voilà, il y a plusieurs résultats qui sont intéressants. En gros, les deux principales cohortes d'anciens à 25% à part égale, c'est d'une part des personnes qui font du conseil en stratégie ou qui sont dans des fonctions stratégiques, donc à un petit peu plus de 25%. Et puis d'autre part, des personnes qui sont sur du conseil en transformation organisationnelle, numérique, et puis en projet, gestion de projet, assistant chef de projet junior, etc. Ça, c'est vraiment les deux gros débouchés qu'on retrouve dans cette cohorte. C'est pas très étonnant pour un master en consulting. En revanche, les autres cohortes plus petites sont un peu plus surprenantes. On a 6,1% de nos anciens qui sont dans des domaines d'innovation, de gestion des opérations. Ça, c'est un peu plus inattendu. On en a, ça c'est moins étonnant, 16% qui sont dans des métiers de conseil liés au numérique. J'ai remarqué sur les dernières promos beaucoup d'intitulés où apparaissait évidemment l'intelligence artificielle, des questions de reconception, de modélisation de processus. On en a 12,3%, ça c'est peut-être la deuxième grosse surprise, qui sont dans du consulting sur des processus financiers, sur des organisations financières, en particulier bancaires. Donc là, attention, hein, et mélangé surtout dans ces dernières cohortes du consulting externe et du consulting interne. Donc, en particulier dans cette tranche-là, il y a un sous-pourcentage assez important de consultants et de consultantes euh, internes. On a 8% de nos étudiants qui basculent dans l'entrepreneuriat. Ce que j'ai remarqué en explorant cet échantillon d'anciens, c'est que c'est plus susceptible d'arriver après 3 voire 5 ans de diplomation. On a un certain nombre de personnes qui baroudent dans le conseil, deviennent un peu des couteaux suisses, expérimentent plein de choses, savent se mettre en mode projet, etc. Et puis qui, au bout d'un moment, voilà, lancent leur propre entreprise. Et puis, c'est un petit pourcentage attendu, pas très étonnant pour un ancien DEA. Voilà, on a un certain nombre d'anciens qui, soit immédiatement après le MBC, soit quelques années plus tard, font une thèse. J'ai remarqué aussi une petite tendance sur des DBA ou EDBA, et puis vont dans de la recherche et de l'enseignement en école de commerce, en IAE, à l'université, en France et à l'étranger. Merci. Avant de laisser la parole à la salle, donc juste pour dire, voilà, donc on a une expérience pédagogique qui est conçue sur 2 ou 3 ans, selon que ça intègre ou non la césure. Les formats de cours à Dauphine sont très variés au niveau du master, mais il y a de moins en moins d'amphi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en TD, en groupe TD, en petits groupes, avec des travaux d'équipe, des mises en situation. En M2, on a, je pense, facilement une moitié d'intervenants qui sont des externes, qui sont issus des grands cabinets de conseil, ce qui permet aussi pour vous de les rencontrer, d'échanger avec eux et d'avoir des mises en situation qui sont réalistes. Voilà, donc on a un savant équilibre entre à la fois les fondamentaux du management qu'on continue de creuser après les parcours que vous avez pu avoir et cet ancrage fort pour nous des sciences de gestion en sciences sociales, donc c'est ce côté formé par la recherche, et puis aussi des contenus qui sont parfaitement en adéquation avec les attentes du marché du travail et voilà, qui font de vous à la fin des diplômés réflexifs, curieux, intéressants, motivés, ouverts d'esprit et compétents. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui, on n'a pas les statistiques ici, mais des taux d'insertion professionnelle qui sont de l'ordre de 99 à 100% à 1 mois après la diplomation. Donc voilà, on est très heureux que cette formule pédagogique sophistiquée et savamment dosée année après année soit quelque chose qui marche très bien. Oui, on peut voir effectivement peut-être François-Xavier les différents cabinets qui sont centraux, ceux qui sont intervenus depuis longtemps dans la maquette, Capgemini depuis longtemps, CGI, DXC, et puis toutes ces entreprises qui recrutent depuis très longtemps, avec EY aussi nos étudiants dans différentes fonctions. Et on a beaucoup de reconduction de contrats, c'est-à-dire enfin, de contrats en tout cas qui se succèdent. Nos alternants sont diplômés
ils partent parfois en CDI dans la même entreprise. Le contrat d'alternance est à nouveau repris par MBC parce que le diplôme est tout simplement très bien identifié, très bien positionné par rapport à tous ces acteurs. Voilà, donc là on voit à la fois pour faire du consulting en interne, hein, chez Renault ou, euh, ou chez LVMH, et puis des cabinets de conseil traditionnels, classiques, ce qu'on appelait avant des entreprises de services du numérique, hein, des SS2I et qu'on appelle maintenant des entreprises de services numériques. Je vais pas parler beaucoup plus que ça. Dans l'écosystème, on en avait quelques mots. Il y avait les clubs MBC, l'association des anciens, qui organise des événements sociaux, etc. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Mais voilà, je pense qu'on peut prendre un peu de temps aussi pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Et il y a deux mains qui sont levées depuis très longtemps, donc par ordre, Félix, et puis Charles-Henri, et voilà. Félix, je vous laisse la parole. Félix n'a plus besoin de la parole. Est-ce que Charles-Henri a besoin de la parole? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour, merci beaucoup déjà pour ces explications. Moi, actuellement, je travaille et j'aimerais reprendre pour une amélioration, une spécialisation. Je voulais savoir à peu près si c'était quelque chose qui se faisait, qui était assez courant, ou si en général les personnes qui passaient en M2 étaient principalement issues des M1 de Dauphine ou d'autres programmes de Dauphine. Voilà, s'il vous plaît. Hmm. Merci. Alors, je peux juste répondre rapidement avec les éléments d'information dont moi je dispose et de mon expérience. On a de temps en temps des étudiants qui reprennent un master, qui candidatent en reprise d'études. Il n'y a pas d'obstacle majeur de notre côté d'un point de vue, j'allais dire, pédagogique. Il peut y en avoir d'un point de vue administratif en fonction de votre âge pour avoir la possibilité de faire un contrat d'alternance. Je parle sous le contrôle d'Emmanuel. Et dans ce cas-là, peut-être que parfois la FI et le format stage sera plus adapté. Mais voilà, il n'y a pas d'obstacle majeur. C'est vrai que par contre, notre mission première est quand même plutôt d'offrir des débouchés aux étudiants de M1, pas spécialement ceux de Dauphine, ou les étudiants de L3 pour la partie M1, pas spécialement, pas uniquement ceux de Dauphine, même si évidemment on les connaît bien et ils sont bien placés. Voilà, on a un recrutement qui est voilà, très ouvert sur l'extérieur aussi, que ce soit à la fois en M1 et en M2. Ok, très bien, merci. Et concernant l'âge, c'est bien 29 ans révolu pour Oui, les... ouais, Très c'est bien, ça. très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors je vois que Alice a levé la main. D'avoir bien compris, en fait, sur le site, j'avais cru comprendre qu'on pouvait candidater directement en M2, mais j'ai l'impression que ce que vous aviez dit au début de la présentation, c'est que c'était plutôt un début de formation en M1 à chaque fois, c'est ça? Non. Il y a plusieurs portes ouvertes. Il y a une première porte ouverte au niveau du M1, si vous êtes titulaire d'une L3. Et dans ce cas-là, voilà, il y a deux modalités qui permettent de rentrer dans le M1 et de continuer dans le M2. Et après, il y a également des recrutements qui se font au niveau du M2 pour environ entre 10 et 12 recrutements se font au niveau du M2 sur la promo de 30. Donc vous voyez, c'est un petit tiers, on va dire. Sur une promo de 36, ouais, c'est un tiers de la promo qui peut se recruter au niveau du M2. Et donc là, pareil, c'est des recrutements qui se font avec des étudiants qui sont titulaires d'un M1. Et petite question, est-ce qu'il y a une aire de spécialisation qu'il faut avoir pour pouvoir candidater en M2? Une aire de Enfin, par exemple, moi, je spécialisation. suis diplômée en politique publique. Moi, je suis diplômée en politique publique et je me demandais s'il fallait, par exemple, être diplômée en économie pour pouvoir postuler en M2 ou si vous n'aviez pas vraiment de prérequis d'intitulé de master de M1 pour demander un M2. Non, non, il y a Je ne toujours sais pas si eu, ma on question était très pense. claire. Oui, la question est très claire. Ça fait partie de l'atmosphère du 128, d'une particularité d'être attentif, extrêmement bienveillant par rapport à une diversité de profils de sciences humaines et sociales. Voilà, on a recruté des gens de sciences politiques, de sociologie, d'histoire, de politique publique, etc. Il y a évidemment un contingent assez important du M1 MEO qui représente sur le M2 à peu près 2 tiers en général des étudiants qui viennent directement de notre M1. Mais on est
assez sensible au fait de recruter dans notre M2 voilà, une certaine diversité de profils. On a cette tradition recherche qui fait que voilà, on est toujours très heureux d'accueillir des gens qui ont fait un IEP, qui ont fait une faculté de sociologie, d'économie, mais voilà, avec quand même une motivation avérée pour les métiers du conseil et du management, avec voilà, si possible, un certain nombre d'heures de cours aussi, voilà, sur ces sujets managériaux et organisationnels. Mais pour répondre à votre question, oui, on est très ouvert à des profils qui ne soient pas nécessairement le tube, de Paris Dauphine. D'accord, merci Si beaucoup. ça répond à votre question? Oui? Oui, oui, tout à fait. Je sais que parmi les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, il y a Soline, qui est donc la présidente de MBC Alumni. Voilà, si aussi vous avez des questions, plus voilà, envie d'avoir un retour, d'une personne qui, vit l'expérience qu'on est en train de décrire, qui aura peut-être un point de vue d'ailleurs différent, voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions, peut-être même que vous pouvez la repérer, voilà, je ne sais pas ce qui est possible techniquement aujourd'hui. Yes, je me présente peut-être rapidement. Malheureusement si, c'est bon, j'ai ma caméra. Merci beaucoup du coup, monsieur De Volany, merci beaucoup, monsieur Laniret. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Soline Arnaud, donc actuellement je suis dans la promo de master 2 du MBC et pour résumer, mon parcours aussi, très rapidement, donc moi, comme l'avait dit, monsieur De Volany, j'ai fait le parcours où j'ai fait le M1 en tronc commun, donc M1 MEO, puis j'ai fait, une césure, donc la césure entre le master 1 et le master 2 et j'ai rejoint le master 2 donc en septembre 2024 jusqu'à septembre 2025 et petite particularité, je ne sais pas si c'est possiblement le cas de certaines personnes ici, mais j'étais pas prévue, pendant mon M1 dans ce parcours-là. Donc au cas où, si vous êtes des étudiants de Dauphine, vous pouvez aussi changer en césure de parcours, en master 2. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, personnellement, vu que j'ai fait ma césure, voilà, à Deloitte Sénégal et je me suis rendu compte que c'était ce master-là qui matchait le mieux avec mes aspirations. Donc j'ai pu changer en césure pour le MBC et actuellement, du coup, je suis, dans les équipes de Deloitte France, en alternance et tout se passe très bien. Mais voilà, je reste disponible, que ce soit ici ou sur LinkedIn, en tout cas, pour répondre à toutes vos questions, et avec grand plaisir. Merci Soline. Il y avait Antoine, peut-être qui avait levé la main, et je pense que Charles-Henri a oublié de la baisser, et Soumaya Abida ensuite, mais d'abord Antoine. Oui, bonsoir. J'ai une question par rapport, si on a un M1 dans une autre formation actuellement et qu'on veut postuler au M2, est-ce que ici aussi vous allez imposer entre guillemets la césure ou est-ce qu'on peut postuler au M2 sans avoir fait de césure? En fait, tout dépend de est-ce que vous avez déjà fait une césure? Non, ben justement, j'envisageais pas de faire de césure et de postuler directement après mon M1 d'école d'ingénieur en M2. Ouais. En fait, c'est un peu, pour nous, c'est un peu problématique. C'est-à-dire que votre dossier, il me semble, hein, je parle sous le contrôle François Gavet, tu pourras évidemment donner ton avis, mais je trouve que c'est plus embêtant en fait de pas avoir d'expérience professionnelle parce qu'on n'est pas ce qu'on aime bien juger. Je pense qu'on apprécie beaucoup dans l'entretien de recrutement une fois que j'allais dire vos acquis universitaires sont validés par des notes et que votre dossier a passé la barre et que vous êtes à l'oral. Ce qu'on vient ce qu'on vient apprécier, c'est la maturité de votre projet professionnel. Et c'est dur d'apprécier la maturité de votre projet professionnel après un M1 si vous n'avez pas d'expérience professionnelle qui permet d'expliquer pourquoi vous venez candidater chez nous. Donc, pourquoi pas? Nous, on ferme rarement les portes, vous avez peut-être compris ça. Voilà, c'est un désavantage, j'allais dire, par rapport à d'autres étudiants qui auraient eu l'occasion, dans le cadre d'une césure, pas forcément d'ailleurs dans le métier du conseil, de mûrir leur projet professionnel et du coup d'en justifier. D'accord, merci. Soumaya? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, ma question mélange un peu celle de Alice Charles-Henri. En fait, c'est que j'ai déjà obtenu mon diplôme aussi. J'ai pu travailler au cours de 2 ans, donc pour l'expérience professionnelle, c'est bon. Simplement, mon diplôme était en école d'ingénieur. Donc, vous avez parlé d'accepter des M1 qui étaient axés sur des sciences sociales, mais un domaine scientifique, c'est tout autant bienvenu ou vous avez un critère dessus?
Il y a pas de formations, qui sont, exclues. On est par contre assez regardant par rapport à des candidatures d'écoles d'ingénieurs sur les résultats qui vont concerner des humanités, des sciences humaines et sociales, de l'économie, du management. Aussi par rapport à quelques expériences, heu, parfois, difficiles pour des étudiants avec des profils plus ingénieriques qu'on a, recrutés. Voilà, l'essentiel des cours qui vous attendent sont des cours, de théorie des orgas, de stratégie, de sociologie du travail, de management de projet, de management stratégique. Et c'est vrai que d'arriver, comme c'est parfois le cas, hein, je ne connais pas votre dossier, l'école d'ingénieur en question, vos notes, et cetera, mais parfois certaines écoles d'ingénieurs mettent, le cursus à juste titre sur d'autres choses, et ça peut créer un décalage par rapport aux attendus du diplôme. Après, voilà, on est ouvert également à des formations d'ingénieurs avec quand même ce point d'attention. Et ce que je peux également vous dire, c'est que par rapport au marché du travail, bien sûr, arriver avec un diplôme du MBC de Paris-Dauphine et une école d'ingénieur avec une spécialité complémentaire, ça peut être très prisé, très attendu par rapport à des cabinets de conseil comme Deloitte, PwC, etc., qui, dans un certain nombre de leurs practices, vont être à la recherche de profils comme ça. Mais voilà, je ne sais Mais pas si c'est une effectivement, réponse qui vous paraît claire. c'est bon. De toute façon, de par mon expérience professionnelle, qui était dans un des postes que vous avez cité en tant que business analyst, Oh, très j'estimais un bien, peu très bien. compenser le manque de sciences sociales en diplôme d'ingénierie. D'accord, merci pour la réponse. Alors, ça peut être effectivement une compensation. Ouais. Alors, juste, je vois qu'on a été rejoint par Camille Nancy, qui est peut-être une étudiante à nous en césure, Oui, et par bonjour. Esther Denide, qui est une diplômée, voilà, qui peuvent aussi répondre aux différentes questions qu'on posera. Merci à toutes les deux d'être présentes. Bonjour. Alors, merci beaucoup. Je passe la parole à Amandine Valentin. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Moi, je me demandais, puisque Dauphine propose une variété assez large de masters, et je me demandais si vous pouviez expliquer la différence entre celui-ci et le master stratégie et organisation, qui semble aussi orienté vers les métiers du conseil, si je ne dis pas de bêtises. Toujours des questions difficiles, hein, le jeu des différences. Il y a 85 parcours de M2 dans l'ensemble de Dauphine qui sont liés à du management, donc c'est une question qui est difficile et qui est totalement biaisée parce que les personnes qui vous répondent sont dans le cockpit de la formation. Ce que je peux vous dire de forcément biaisé, c'est que le 128, depuis le début de son histoire, il est dans le métier du conseil. Donc voilà, on ne sait pas tout faire, on ne prétend pas tout faire, mais le consulting, c'est une vieille histoire. Ce qui fait qu'une particularité du 128, c'est, comme d'autres diplômes, le 101, le 102, d'avoir beaucoup d'anciens, parce que ce sont également des formations très anciennes. Mais on a une particularité, c'est que ce réseau assez massif d'anciens, il contient beaucoup, beaucoup de consultants et de consultantes. Et par exemple, dans les deux études que je mentionnais tout à l'heure, 2014-2024 et 94-2024, il y a une représentation de partenaires, d'exécutifs, de VP, de gens dans des fonctions hiérarchiques de grands cabinets de conseil en orga, en management, en stratégie, etc., qui, je pense, est assez spécifique au 128, mais qui est tout simplement lié à son histoire. Puis après, pour compléter peut-être le propos, il y a un certain nombre de cours et d'entrées thématiques liées à l'équipe pédagogique, à des traditions de recherche, des co-directeurs, qui font aussi des spécificités. Par exemple, on est le seul M2 de Dauphine à avoir, depuis plus de 3 ans, 2 cours qui sont sur l'intelligence artificielle, à un moment où ce n'était pas tout à fait la hype qu'on connaît maintenant. Donc voilà, même si ce ne sont pas ou pas complètement des cours techniques, bien sûr, ça donne quelque chose. Moi, j'ai des cabinets qui me contactent pour des événements, des partenariats avec le 128, parce qu'ils ont vu ça dans la maquette et ils se disent: «On veut des étudiants qui ont été sensibilisés à ça». Puis l'autre entrée thématique, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est une vaste question pour, différencier le 128 de ce diplôme et certainement, d'autres. C'est l'entrée nouvelle forme d'organisation du travail. On a 3 cours faits par des personnes qui sont expertes sur ces sujets, sur les transformations du travail, des modes d'organisation du travail,
par quoi ils se traduisent en termes de tendances de RH, de nouveaux modèles économiques. Et ça aussi, c'est ce qui fait une des spécificités de compétences, de thématiques du 128 par rapport à d'autres formations. Peut-être que je pourrais rajouter, même si ça peut se discuter, le côté numérique, mais je crois par exemple sur le diplôme que vous avez cité qu'il y a au moins un cours sur des questions de numérique. Mais c'est peut-être un peu plus une spécificité du 128. Après, voilà, le 101 est un excellent diplôme, lui aussi ancien DEA, avec un réseau d'anciens absolument fantastique. Mais après, voilà, ce que Pierre et moi on vous invite à faire, c'est discuter avec des anciens, discuter avec des gens qui sont dans ces formations, regarder les synopsis, aller sur LinkedIn. Voilà, peut-être dernier conseil. Moi, si j'étais à votre place, pour regarder tout ça de façon critique, c'est aller regarder ce qu'on devient après les diplômes. Je pense que c'est un moment de vérité. On peut sortir tout le baratin qu'on veut, mais après, il y a la vérité de ce que deviennent les anciens, des niveaux de salaire, des vitesses de placement, des profils de poste. Voilà. Vous avez vu, par exemple, les deux camemberts qu'on vous a présentés tout à l'heure. Voilà, ils vous disent, je pense, une vérité incontestable sur le diplôme. Après, peut-être, voilà, on s'y retrouve, on s'y retrouve pas. Mais voilà, la vérité assez factuelle, elle est à mon avis fortement dans les débouchés. D'accord, super. Bah, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. C'est très clair. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions dans le fil de conversation. Il y a Lola qui ne peut pas prendre la parole. Alors, je prends juste les questions qui sont arrivées dans l'ordre. Effectivement, merci Emmanuel. Bonjour, est-il possible de postuler après le M1 Marketing et Stratégie de Dauphine? Faire une session avec 2 stages accès conseil peut aider à accéder à votre M2. Je dirais oui, c'est même beaucoup. On ne demanderait pas forcément 2 expériences dans le milieu du conseil. Une peut être très bien, et puis après on peut faire autre chose pour découvrir d'autres aspects du monde du travail, de ce qui nous plaît, et même pas du monde du travail. On fait parfois des voyages dans les années de césure, ça peut aussi exister, ou des expériences associatives, ou enfin voilà, il y a tout un tas de choses possibles. Est-ce que les taux d'admission sont différents entre le parcours en alternance sur 2 ans et le parcours initial alternance en M1? Je ne comprends pas hyper bien la question, mais en général, c'est un parcours qui est quand même sélectif, très sélectif dans les 2 modalités, que ce soit en initial, en alternance, en apprentissage en M1, et de la même façon au niveau du M2. Il n'y a pas de voie qui serait plus facile, en tout cas. Si c'est un argument pour choisir, ce serait pas, à mon avis, c'est pas une bonne stratégie. Voilà, en tout cas, les taux d'admission sont, je pense, vraiment analogues. Est-ce compliqué de rejoindre le programme sans avoir d'expérience en conseil? Pas forcément. Non, c'est pas compliqué. Faut faire valoir d'autres arguments. Voilà, que le fait qu'on ait bien non, les 2 pieds ancrés dans le conseil. Donc ça, c'est pour répondre vite. Et dans quelle mesure est-il possible de travailler dans la fonction publique à l'issue du master? Je laisse François-Xavier. Alors, dans les métiers du conseil, il y a beaucoup de choses et il y a une practice qui s'appelle management public. Voilà, c'est notamment par cette practice qu'on peut, voilà, moi j'ai en tête 2 anciennes du 128 qui ont passé plus de 10 ans, voilà, diplômées depuis déjà très longtemps, uniquement dans cette practice. On peut s'éclater. Il y a plein de choses, plus que jamais à remettre à plat et accompagner dans des hôpitaux, dans les systèmes de santé, dans des ministères, dans des universités, dans des organismes internationaux. Voilà, le management public sont aussi des administrations qui sont internationales. Et ce que j'ai remarqué dans les statistiques des anciens, c'est qu'on va avoir une surreprésentation dans cette practice-là des 128 qui sont des anciens également d'IEP. Voilà, pour plein de raisons que je ne m'explique pas, enfin certaines je les vois, mais pas forcément toutes. C'est peut-être un débouché qui est peut-être plus envisagé systématiquement. Donc voilà, la réponse à chaud que je vois à votre question, c'est que le consulting, ça peut mener à ça. Il y a une question sur le master CAC qu'on connaît très bien et sur lequel je ne donnerai pas enfin, quel regard je porte, c'est la question est un peu large. C'est un très bon master en conduite accompagnement du changement. C'est un master qui va se distinguer, je pense, duquel on va se distinguer par, je pense, notre focalisation recherche encore plus renforcée, même si c'est à présent dans leur master. Et cette question de transformation numérique du travail et nouveaux modes de travail qui est quelque chose qu'on a
plus à cœur, au cœur de la maquette que ce master-là, qui a une essence plus RH au tout départ, et donc psychologie sociale, etc. C'est un peu une autre approche disciplinaire. Et voilà, donc il a une autre histoire aussi, et il a une autre équipe pédagogique, mais on retrouvera aussi des intervenants qui peuvent être dans notre master qui vont parfois intervenir également dans ce master-là. Donc c'est pas complètement orthogonal non plus. Tac, tac, tac. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut repasser sur les questions en ligne avec Karim et puis Margot. Oui, j'avais deux questions. La première, c'est si vous proposez, en fait, le master, il y a une promotion qui donne les cours en anglais uniquement, ou c'est que en français? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est possible d'être admis après une M1 en alternance et ayant déjà son contrat d'alternance signé avec une autre école? Alors, la première partie, juste, il y a des cours qui sont en anglais, quelques-uns, mais c'est pas une maquette qui est 100% en anglais. Il n'y a pas de modalité 100% en anglais. Ça, c'est simple à répondre. La deuxième partie est moins simple pour moi à comprendre. Voilà, si vous êtes dans un M1 actuel en alternance et que vous rejoignez le M2, vous devez rompre votre contrat d'alternance. Il me semble qu'en tout cas, ça peut faire partie de la chose. Et, euh, et voilà, et nous, on a nos propres partenaires et nos propres entreprises. Donc, j'allais dire que votre contrat d'alternance, il ne sera pas automatiquement accepté si tant est que vous, je sais pas, vous êtes chez Renault en M1 à la Sorbonne et vous voulez venir en M2 chez nous. Il n'y a pas de garantie que nous, on validera pédagogiquement le contenu du contrat d'alternance tel qu'il est signé actuellement pour vous avec Renault. Donc, il n'y a pas de nécessaire continuité, quoi. Mais c'est quand même considéré comme une expérience professionnelle et donc c'est possible d'être admis dans une M2 en apprentissage et je ne serai pas obligé de passer par une M2 en formation initiale. Il n'y a aucune obligation tant que vous avez validé votre M1. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est bien d'avoir fait son M1 et d'avoir une expérience professionnelle d'une manière ou d'une autre. Ça peut se faire avec un M1 en alternance, ça peut se faire avec un M1 en initial plus une césure. Mais voilà, ce qui est plus délicat, c'est d'arriver d'un M1 différent, sans expérience professionnelle, et de postuler chez nous parce qu'on va essayer, on va éprouver un peu vos capacités professionnelles et vous n'aurez pas beaucoup de choses pour justifier le fait que vous avez des bonnes appétences, mais c'est pas non plus complètement impossible. Parfait, merci pour votre réponse. Emmanuel, tu voulais rajouter quelque chose sur ce type de particularité? J'ai répondu simplement pédagogiquement. Administrativement, c'est quelque chose de plus compliqué. Non. En effet, à partir du moment où la fiche de poste doit être validée, il n'est pas certain qu'un poste signé à l'extérieur soit validé par vous. Donc, Ouais. ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être aussi. Il y a souvent une idée préconçue des étudiants qui est que ce serait super d'arriver à l'entretien de recrutement avec une alternance déjà en poche. C'est pas du tout notre vision des choses. Alors, c'est pas mal, hein, mais nous, on a des exigences sur les contrats d'alternance, sur les entreprises avec lesquelles vous travaillez, sur le secteur, sur le contenu de la fiche de poste. On pense aussi que c'est une chose d'avoir un contrat d'alternance quand on n'est pas encore pris à Dauphine, mais que souvent, quand on est pris à Dauphine, on peut accéder à d'autres offres d'alternance peut-être plus proches de ce qui est attendu et de partenaires d'entreprises d'un autre niveau. De la même façon, il y a des étudiants qui veulent continuer en alternance, des choses qu'ils ont faites juste avant, en stage, etc. Alors que je trouve que c'est justement dommage parce que Dauphine permet d'accéder à de nouveaux partenaires qui sont de très bonne qualité et qui permettent d'enrichir le CV avec des expériences diversifiées. Donc voilà, notre position est qu'il faut, et Emmanuel seconderait là-dessus, il faut trouver ensuite assez rapidement son contrat d'alternance et ne pas trop attendre, mais arriver avant avec l'idée que c'est ça ou rien, je pense que c'est pas forcément toujours un bon choix. Il faut prendre le temps. Voilà. Il y avait donc Margot En qui avait général, tout le levé la monde main. trouve. Oui, et en général, tout le monde trouve. Donc, Margot. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. En fait, vous avez répondu un peu à ma question avant sur continuer potentiellement le contrat d'alternance qu'on avait déjà. Enfin, actuellement, je suis en alternance en M2
Et du coup, vous avez un peu répondu à la question. Mais du coup, j'en ai quand même une autre, c'est par rapport aux lettres de recommandation qu'on pourrait mettre pour les candidatures. Est-ce que les lettres de recommandation professionnelles ont le même poids que des lettres de recommandation académiques? Je m'explique, par exemple, un manager qui pourrait me faire une lettre de recommandation pour votre master, ou est-ce que ça aurait le même poids que ma directrice de master actuellement qui pourrait m'en faire une? Alors les 2 peuvent avoir leur importance, hein, voilà, ça peut être bien d'avoir et un point de vue de professionnel et un point de vue d'académique. Mmh. On aime bien les lettres qu'on sent personnalisées. Voilà, parfois, il y a des personnes qui vont accepter d'écrire une lettre bien gentiment pour vous, avec 2 paragraphes qui ressemblent beaucoup à plein d'autres lettres qu'on aura reçues. Voilà, quand ça manque de détails qui montrent que la personne vous connaît vraiment, quand ça manque de détails sur le contexte de la collaboration, un encadrement de mémoire, un encadrement d'apprentissage ou de stage, etc., ça rend les choses parfois un peu douteux. Allez pas chercher un grand nom pour un grand nom. Aller Mmh. chercher quelqu'un qui a une compétence qui résonne avec le diplôme et qui a une légitimité pour parler de vous, parce que la personne vous a vraiment connu et ça se voit. Donc effectivement, une lettre académique, une lettre professionnelle, ça peut être intéressant. Voilà, de bien, la partie motivation du dossier, voilà, passer du temps dessus, c'est important. Voilà, on est dans, l'ère ChatGPT et on lit de plus en plus de choses dont on peut s'interroger, au sujet de la provenance, quoi, et de l'authenticité. Euh, voilà, sur ça aussi, on aime sentir qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qui écrit en connaissance de cause, qui écrit avec motivation les choses. Voilà, j'en profite aussi pour insister sur l'aspect motivation et tous les écrits que vous allez faire sur votre motivation, faites-le vous-même. Ok, Ouais. merci beaucoup. Et juste une petite chose, hein, je pense qu'on a quand même vocation. Oui, la conférence est enregistrée, elle sera disponible. Je ne sais pas sous quel format, mais normalement, en tout cas, elle est bien captée quelque part. Je voulais dire qu'on est quand même un Master 1 ou un Master 2 qui a vocation en Master 1 à recruter des étudiants de L3 et en Master 2 à recruter des étudiants de M1. Et après, il se trouve que régulièrement, on a des candidatures qui nous viennent de M2, de gens qui sont diplômés, etc. Et donc, on les étudie et ça arrive qu'il y ait des recrutements. Mais il me semble qu'à un moment dans les études, c'est bien de dire qu'on a fini, on a son M2 et qu'on peut, voilà, on peut aller vers d'autres occasions et que voilà, le Master of Business Consulting n'est pas pour l'instant considéré comme un master de spécialisation qu'on fait après un M2. Donc, il faut bien motiver pourquoi après un M2, vous avez encore envie de prolonger l'aventure universitaire. J'avais Essia, je crois qu'on n'a pas entendu Essia. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole ou est-ce que j'ai l'impression qu'on a entendu tout le monde. Je regarde également le chat, on a encore le temps. Hop, il faut que je baisse la main. Peut-être pour une dernière question. Oui, je crois voir Amandine, mais c'est peut-être Moi, une main j'avais qui n'est pas une baissée. question aussi. Ah, Alice, je ne savais plus si vous avez sollicité ou pas, excusez-moi. Oui, c'est ma deuxième question. Ah, Essia, En fait, je suis dans le cas que vous avez évoqué avant, c'est-à-dire Hein, que j'ai déjà c'est ça. diplômé d'un M2. Ouais. Et vous aviez évoqué potentiellement des difficultés administratives, j'imagine plus en lien avec l'âge requis pour l'alternance qui doit être moins de 30 ans, Mm. et mon cas. Mm. Mais comme j'ai été diplômée en 2022, je me demandais s'il y avait une sorte de délai maximum avant de pouvoir recandidater en M2, ou si en fait le temps écoulé depuis la dernière diplomation n'importait pas en fait. Voilà, je ne sais pas du tout. Emmanuel, je ne sais pas si ça t'évoque quelque ouais, chose. alors il me semble qu'il y a un délai, mais je pense que 22, ça va. Là, j'avoue que je ne me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il y a un délai, en effet. Faut que je me renseigne. Il me semble avoir déjà entendu un cas comme ça, mais c'était vraiment pour un diplôme qui avait 6, 7, 8 ans. Enfin, là, je pense que 22, ça ne pose pas de problème, hein. Mais je sais qu'en apprentissage, il y a un D'accord. délai. Ouais. À vérifier.
Euh, oui, Nelson, c'est vous. Vous aviez demandé de poser une question. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai deux questions. Tout d'abord, la première, elle sera administrative. Moi, je suis actuellement en M2. J'ai validé un M1, cependant, mon école a eu un petit problème avec son logiciel, et ce qui fait que j'ai des matières qui n'ont pas de notes. Et je sais que j'ai rencontré Monsieur François Xavier et qui m'avait parlé de l'importance d'avoir des documents conformes. Est-ce que ça peut me porter préjudice le fait d'être dans cette situation un peu compliquée avec mon école? Bah, on attend des dossiers administratifs un peu complets, donc j'imagine que si votre université a rencontré ou votre école a rencontré une difficulté informatique, elle peut toujours émettre un relevé de notes complet sous une forme ou sous une autre. Ou une attestation de réussite. D'accord. Mais en tout cas, il faut l'admission, oui, il faut un document comme quoi votre M1 a été validé. Ok, ouais, très bien. J'ai mon relevé de notes, cependant, c'est juste il y a trois matières où ils n'ont pas pu récupérer les notes. Donc, si le problème n'est pas réglé d'ici la fin du mois, je demanderai une attestation de réussite. Après, vous avez été plusieurs à poser la question. On comprend que vous n'ayez pas toutes vos notes au moment des candidatures. Vous rentrez Ouais. ce que vous avez, et puis par D'accord. la suite, on verra. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Et pour ma deuxième question, c'était pour savoir si vous aviez des exemples ou des témoignages d'anciens élèves qui ont poursuivi leur carrière à l'international avec le diplôme Master 128. Oui, oui, Sur alors le c'était aussi une belle surprise en allant sur cet échantillon de 2014-2024 ou l'échantillon de long terme. J'ai pas fait le calcul spécifiquement sur le pourcentage d'étudiants à l'étranger, mais j'en ai trouvé beaucoup. Je pense qu'il y en a entre 8 et 10% qui sont en Europe ou à l'étranger. Voilà, il y a des nids à Londres, à Berlin, à New York, il y en a beaucoup. Il y a des étudiants dont j'ai constaté sur le CV anciens et anciennes du 128 qui ont fait une partie de leur carrière après à l'étranger. Je pense à Nicolas Bassan qui est allé à San Francisco et qui est revenu après. C'est aussi le genre de trajectoire qui peut se trouver, d'aller rouler sa bosse de 3 ans à l'étranger puis de revenir et d'en faire une espèce de tremplin de carrière. Oui, oui, c'est tout à fait une chose qu'on peut retrouver. On s'est croisé sur le dernier club MBC, c'est ça? Oui, oui, c'est ça exactement. D'accord, d'accord. Voilà, on n'a pas mentionné ça, mais le diplôme, ce sont les cours que vous pouvez retrouver sur le site internet. Et puis c'est tout un écosystème d'événements et d'acteurs. Les événements sont les clubs MBC, les ateliers MBC, donc avec des cabinets de conseil partenaires qui généralement hors les murs nous accueillent pour vous rencontrer et puis pour faire une conférence sur généralement un cas de mission. Et puis, il y a des séminaires de recherche qu'on organise, et puis des événements qui sont portés par notre observatoire des pratiques de consulting, qui organise 2 sessions par an. Généralement, c'est sur 2 journées pleines. Voilà, tout ça sont des dispositifs qui vous permettent de faire du networking, de rencontrer des consultants, des consultantes, de présenter votre CV. Voilà, tout ça, vous le trouverez en particulier sur la page LinkedIn du 128. Tous ces événements, tout cet écosystème, c'est le lieu où fortement ça vit. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? J'ai l'impression que c'est le cas. Voilà, si vous souhaitez nous poser des questions sur vos CV, vos dossiers, votre projet, n'hésitez pas à nous contacter individuellement, par email notamment. Oui, Essia, il semble y avoir une dernière question. On vous écoute. Oui, Essia, vous avez levé la main. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Non? C'est un accident? Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi, je prends la parole, j'en profite pour la dernière minute pour repréciser. Donc, moi, je suis en année de césure entre le M1
management et organisation et le MBC, j'ai déjà été admise. Et donc, si vous avez des questions vraiment plus concrètes sur l'organisation de la césure, du management et organisation, donc le tronc commun ou les rythmes d'alternance en M2, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous voulez, je peux mettre mon numéro de téléphone dans la conversation. Voilà, si c'est juste plus pratique pour vous. Merci en tout cas pour votre présentation, Monsieur Laniret et Monsieur Dvojeny, et à bientôt. À très bientôt, Camille. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Puis je crois que de toute façon, on a un timing qui est très serré. On était censé arrêter pile à E30. Voilà, à nouveau, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas à venir au prochain Club MBC. Il y en a un avec Bain, il y en a un avec KPMG Advisory. Voilà, on aurait dû peut-être en parler en plein milieu. Voilà, c'est l'occasion un peu de sentir l'atmosphère du 128, de rencontrer MBC Alumni, de nous rencontrer, et puis d'échanger aussi avec des consultants passionnés qui pourront vous parler de leur métier. Donc vous trouverez toutes les informations, là aussi, sur LinkedIn, sur les 2 prochains événements. KPMG Advisory, c'est plus transformation orga, et Bain, c'est plus un cabinet de conseil en stratégie. À très bientôt, très bonne soirée. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, À bientôt. Merci beaucoup, bonne Merci, bonne soirée.